Bonjour Kamel Abarkani, merci d'être avec nous ce matin dans la matinale de Medi 1 TV pour nous apporter votre éclairage. Vous êtes professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador, Université Mohammed Ier, et vous êtes spécialiste des sciences de l'agriculture. Et avec vous, on va se pencher sur l'impact des dernières pluies sur l'agriculture. On dit souvent, et on l'a dit ici sur le plateau de Medi 1 TV, que les agriculteurs ont le sourire. Est-ce que c'est une réalité selon vous ? Bonjour, merci pour l'invitation. Je remercie Midi 1 TV aussi pour cette invitation. Alors oui, c'est vrai, on a eu des précipitations durant les dernières 5 semaines au Maroc, partout, presque sur tout le territoire marocain. Et ça a eu un impact positif sur l'agriculture marocaine et sur le remplissage de barrages. Selon les derniers chiffres qu'on a eus, on est presque à 44% des barrages et sûrement que ce chiffre, il va augmenter. Et là, je parle d'une moyenne nationale. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu des neiges sur 60 000 kilomètres carrés et je pense que ces neiges-là, d'ici quelques jours, avec la hausse de température, il va avoir un impact sur la nappe phréatique et même sur le remplissage des barrages. Je veux rajouter un point qui est très important, c'est que ça, c'est une moyenne nationale. Il faut savoir qu'on a des régions du centre du Maroc et on parle de la région de Souss-Massa, région de Beni Mellal, Omrabé, la région de l'Est. Le taux de barrage est quand même moins que par rapport à il y a une dizaine d'années. Ça, c'est dû à la sécheresse. Je peux dire qu'on est presque juste au début de l'année, hein, et peut-être au mois de février, mars, avril, si on reste dans un scénario positif, je pense en espérant d'avoir un taux de barrage à peu près à 70%, pourquoi pas. Et ça va donner une grande motivation, voilà, pour les grands projets menés par l'État marocain, surtout pour les équipements, sous les directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et bien sûr, ça va donner une grande motivation pour les agriculteurs, pour les cultures de printemps. Oui, alors il y a effectivement le remplissage des barrages, ça c'est une chose, mais il y a l'arrosage aussi des terres qui s'est produit en même temps, hein, puisque les pluies évidemment n'ont pas été directement dans les barrages, elles ont arrosé toutes les terres. Est-ce que pour la période agricole particulièrement, c'était important qu'il y ait cet arrosage des terres, parce qu'on est en période de semis, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, alors pour question d'irrigation, ça c'est un point très important pour l'agriculture marocaine. Il faut savoir que, disons, la saison agricole a commencé un petit peu en retard. Parce que moi je peux dire qu'on a eu peur parce que de ne pas avoir des précipitations durant les dernières cette année. On a vu aussi que Monsieur le ministre de l'Agriculture a inauguré un petit peu en retard, disons, la saison, et ça c'est dû, voilà, au retard de précipitation. On a eu des précipitations presque au mois de novembre, octobre, il y a 10 ans, mais maintenant les saisons, ils ont changé. Donc, on est un petit peu vigilant dans cette situation et je pense que maintenant, avec ces précipitations, ça va avoir un impact positif pour les agriculteurs qui ont commencé à semer ou bien qui ont des irrigations complémentaires, des sources d'eau qui sont limitées. Alors, je pense que la facture pour l'eau, elle va diminuer parce que ils ont quand même de l'eau de précipitation. On a eu quand même plus que 50 millimètres. Et je pense aussi que c'est une motivation pour les autres producteurs, par exemple, qui vont commencer à semer des céréales, des cultures, voilà, pour la production animale, tout ce qui est nourriture pour les animaux et les autres cultures. Je pense que ça va avoir un impact positif sur l'irrigation et aussi ça va faciliter les tâches des gens qui vont faire la planification agricole dans des zones parce que par exemple pour la betterave à sucre, dans quelques zones on était à 1000 hectares, mais je pense que maintenant les producteurs ils vont semer un petit peu plus et c'est la même chose pour les autres cultures. Et je veux juste rajouter un point qui est très important, les arbres fruitiers, parce que quand même on a perdu beaucoup d'arbres fruitiers et ça c'est à cause de l'accumulation des années de sécheresse. Et je pense que ça va aider ces arbres parce que ça va diminuer la salinité et on va avoir peut-être une année productive.
Bon, alors, une année productive, effectivement, du côté des arbres fruitiers, on peut l'espérer. Vous avez évoqué les semences céréalières. Ça, c'est très important parce que c'est un petit peu la jauge pour le gouvernement, savoir comment a été l'année agricole. Est-ce que pour les céréales, pour les plantations céréalières, ces pluies, on peut les considérer comme positives? Oui, bien sûr, parce que la production céréalière a assez souffert durant les dernières années par la sécheresse. On parle de la production de l'bourg, c'est-à-dire rainfield, où vraiment on dépend plus de précipitations. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de surface. Et maintenant, je pense avec ces précipitations, ça va booster ou bien motiver les producteurs à semer et ça va augmenter les superficies en termes céréalières. Je veux juste ajouter un point, c'est que le Maroc, durant les 2 dernières années, il a doublé, selon les chiffres officiels, les importations de céréales parce qu'il n'y a plus de superficie. Et même récemment, je pense, j'ai lu dans un article que le Maroc, il a stocké pas mal de céréales et ça, c'est dû à l'offre et la demande parce qu'il y avait quand même une grande offre au niveau international des céréales. Donc le Maroc, avec sa stratégie de mise au marché, il a stocké les céréales et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? C'est pour vraiment baisser les prix au niveau national et pour aussi aider les producteurs et surtout les producteurs du cheptel pour la production de viande, etc. Et je pense avec ces pluies-là, les superficies vont augmenter de céréales, donc on va avoir plus d'offres et moins que de demandes. Et ça, ce sont des estimations, bien sûr, si on n'a pas d'autres facteurs qui sont dus à l'inflation économique, etc. et d'autres facteurs. Oui. Alors, professeur, vous n'ignorez pas que tous les Marocains, lorsque il pleut, regardent le ciel avec un grand sourire et se disent que peut-être que les fruits et les légumes vont coûter moins cher dans les semaines qui viennent. Est-ce que ça va être quel impact ça va avoir dans les semaines qui viennent ces pluies? Est-ce que parce que c'est pas parce que tout demain on ira sur les marchés qu'on trouvera des produits moins chers. Il va falloir attendre encore quelques semaines, voire quelques mois. Oui, bien sûr. Je pense que, bien sûr, on va pas dire des chiffres officiels, mais ce sont des estimations. C'est vrai, on a le facteur limitant qui est l'eau. Et je pense que surtout les producteurs, pour les cultures de printemps, ils vont pas s'aventurer parce que les producteurs, ils s'aventurent toujours, bien sûr. Et voilà, il y a des programmes d'État aussi qui ont subventionné les producteurs. Je pense qu'on va avoir plus de cultures de printemps en termes de fruits et de légumes. Donc, on va avoir plus d'offres. Et bien sûr, les prix, ils sont estimés de diminuer. Mais là, je faut être vigilant parce qu'on ne parle pas des prix d'engrais, tout ce qui est économique et d'intrants. Mais je pense que le Maroc, depuis même avec la sécheresse, avec une bonne planification agricole, on l'a vu dans la région de Ch'touka et Tbaha et avec les systèmes de dessalement, le Maroc, quand même, il s'est imposé en termes d'exportation des fruits et des légumes. On l'a vu avec la tomate, voilà, la concurrence de la qualité-prix du produit marocain au niveau européen et au niveau du marché international. Et bien sûr, en se stabilisant les prix. Parce que lorsque les prix au niveau national, par exemple, si on parle des tomates, ils augmentent, donc le Maroc, il arrête l'export. Mais je pense que ces pluies-là, comme je disais, ils vont aider à stabiliser les prix du marché au niveau national. Peut-être on va revenir au prix il y a une vingtaine d'années. Et aussi, ça va donner voilà, un point positif pour l'exportation et on va avoir plus de marché au niveau international. Ouais, c'est bon pour tout le monde en fait. C'est bon pour l'inflation, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les exportations, etc. Professeur El-Balkany, vous êtes en direct avec nous depuis Nador. Nador, cette région de l'Oriental que l'on sait très sèche, où il a neigé d'ailleurs. C'était avant-hier à Oujda précisément. Est-ce que là aussi, les agriculteurs ont le sourire? Est-ce qu'ils se disent que peut-être que ce sera une année différente des 6 ou 7 dernières années qu'on a connues très sèches? Bien sûr, Nador, voilà, c'est ma ville natale et je suis un fils de producteur aussi, même si je fais de la recherche, disons, agronomique, je suis un agriculteur aussi, un fils d'agriculteur et je pense, en travaillant avec les producteurs ici, en termes de recherche appliquée, tout le monde est content ici, on a eu des pluies, on a eu des neiges, vous avez vu que vous avez mentionné dans la région de Oujda et donc c'est une année quand même exceptionnelle et ça sera
sera pas exceptionnel. On espère de ne pas avoir des sécheresses dans les années qui viennent parce que le Maroc, quand même, il a assez souffert de la sécheresse. Je veux revenir dans la région de l'Oriental et surtout dans la région de Souss-Massa et les régions un peu semi-arides. Vous savez que le Maroc, voilà, il a mené plusieurs projets de dessalement et durant un des discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, on espère avoir avant 2030 1,8 milliard de mètres cubes d'eau dessalée. Pourquoi le dessalement? C'est vraiment dans les endroits qui sont un peu à risque de sécheresse. Et là, je parle de la région de l'Oriental. Vraiment, il y a une station qui a été prévue selon les sources officielles. On arrive à 300 millions de mètres cubes d'eau. C'est-à-dire, si on n'a pas de barrage, on n'a pas d'eau dans le barrage de Mohamed V, donc à ce moment-là, on va utiliser l'eau dessalée. Je veux rajouter un point qui est très important. Il faut être réaliste. C'est vrai, on peut être positif, on peut être négatif dans les scénarios de précipitation, mais je pense que l'État, voilà, il s'engage plus dans le scénario réaliste, même si on a des pluies. On ne peut pas faire confiance au changement climatique. On peut avoir des années de sécheresse et des années d'inondation aussi. Donc, il faut se préparer à avoir une sécurité en termes d'eau d'irrigation et arriver aux 80% d'irrigation des zones agricoles. Oui, ça permet de sécuriser les zones agricoles, ces usines de dessalement. Excuse-moi. Est-ce que ces usines de dessalement d'eau de mer permettent de sécuriser les zones agricoles? Bien sûr, c'est un secours, c'est un backup. C'est-à-dire, si on arrive, par exemple, dans le barrage Mohamed V à 15%, donc c'est une situation quand même, je peux pas dire catastrophique, parce que je pense que l'important, c'est pour l'eau, drinking water, ou bien pour l'eau potable. Mais il faut sécuriser, c'est un backup. Le problème avec l'eau de dessalement, c'est le prix, parce que le prix que l'agriculteur il paye par mètre cube pour l'eau normale de précipitation, c'est pas le même prix. On parle ici de 3 à 5 dirhams, bien sûr, si on a des ressources énergétiques renouvelables, mais on n'a pas le choix. Lorsqu'on a des grands investissements dans une zone agricole, quand même, qui est l'orientale, on parle de la plaine de Berkane, une zone très connue avec les agrumes, et dans la région de Guéret, 13 600 hectares, voilà, de la production, voilà, qui va avoir peut-être avec le port Westmed une région quand même économique. Donc, il va y avoir des investissements. Je pense que ces stations de dessalement, ils vont jouer un rôle très important parce que quand même, 160 millions de mètres cubes d'eau d'irrigation pour l'agriculture, je pense que quand même, ça va sauver des saisons en cas de sécheresse. Vous, professeur, qui êtes un spécialiste des sciences de l'agriculture, on dépend évidemment, on l'a dit depuis tout à l'heure, des précipitations qui sont très aléatoires, surtout ces dernières années, des usines de dessalement d'eau de mer. Est-ce que, oui ou non, il faut, ou le Maroc est en train, peut-être dans certaines régions, peut-être pas encore partout, mais est en train de basculer vers une agriculture adaptée à ces changements climatiques, à ce manque d'eau, à cette sécheresse récurrente? Oui, donc je pense que je vais parler par rapport au programme mené par l'État marocain depuis 2008 avec le programme Maroc Vert. Quand même, on est arrivé à assurer une production nationale et voilà, et promouvoir l'économie nationale en termes de PIB. On a eu le programme de Green Generation. Vraiment, c'est le facteur humain et le transfert de génération en agriculture, même si on a eu des ruptures dans ce Green Generation avec ce problème de sécheresse. Mais là, je pense, bien sûr, les gens qui font des planifications au niveau de l'État, je pense peut-être, comme spécialiste en sciences de l'agriculture, peut-être ils vont penser à des stratégies de l'agriculture résiliente au changement climatique. On n'a pas le choix parce que, voilà, on a eu quand même 7 ans de sécheresse qu'on n'a pas attendu et on a vu vraiment voilà les directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste vraiment durant les dernières années sur la problématique d'eau. Il y a un grand intérêt, on l'a vu dans la loi de finances. Donc je pense que maintenant il faut se préparer pour 2040, 2050, vraiment pour une agriculture qui est quand même un investissement, même si que l'agriculture elle contribue avec 14% pour le PIB, mais moi je peux dire que vraiment ce chiffre-là pour moi
parce que, comme je disais, je suis un fils de producteur. C'est vraiment, il y a un impact socio-économique de l'agriculture. On peut importer, on peut pas produire au Maroc, ça va rien changer, mais quand même, l'agriculture, il a un impact socio-économique très important. Et l'agriculteur marocain, il a un grand lien avec sa terre. Je pense que c'est vraiment, il faut penser à la recherche scientifique appliquée, vraiment penser à la génétique, penser à la sélection, parce que lorsqu'on parle de la génétique, c'est comme on a peur de la génétique. Non, il y a des sélections naturelles. Au lieu d'avoir une semence de 5 mois qui consomme plus d'eau, donc on peut avoir une semence qui consomme à 3 mois, qui consomme moins d'eau, et on l'a vu dans des laboratoires de recherche dans les pays arides et une bonne réussite. Il y a aussi le digital, bien sûr, qui va s'intégrer dans ce projet d'agriculture résiliente. Maintenant, on utilise les satellites, on utilise les capteurs, les technologies 4.0 afin de donner que ce que la plante elle a besoin et avoir une planification agriculture qui est smart. Oui, c'est du ciblage technologique, c'est ça, de l'agriculture. Est-ce qu'il y a aussi une adaptation des semences parce que on sème pas forcément les mêmes produits suivant l'état du ciel et suivant voilà, les prévisions que lorsque on a beaucoup d'eau, quand les pluies sont abondantes. Est-ce que là aussi, il y a une adaptation des semences? Oui, bien sûr. Je pense que les recherches qui sont menées au niveau international en termes de semences, c'est parce que lorsqu'on entend de la génétique, c'est comme je disais, on a peur parce qu'on pense aux OGM. Non, on parle pas des OGM, on parle de la sélection génétique. Moi, personnellement, j'ai eu un projet international où le Maroc, il s'implique aussi. Un projet où on utilise une quarantaine de génotypes naturels d'aubergines. Et voilà, les résultats, ils ont démontré depuis 2021 à 2024, vraiment, si on irrigue à 50% moins d'eau, le rendement, il reste le même. Donc la génétique, ça reste très important. Il faut savoir que maintenant, on a des décalages de saison. On va pas produire il y a comme 30 ans, on va pas utiliser les mêmes variétés. Maintenant, je pense que la contrainte, c'est la sécheresse. Il faut savoir que le Maroc, il dispose aussi des institutions étatiques et semi-privées et privées en termes d'amélioration génétique. Il y a des recherches, des brevets qui ont été menés, mais moi je pense que l'étape la plus importante, c'est vraiment extension, c'est-à-dire comment on va prendre ces semences-là et voilà convaincre le producteur à les utiliser, changer sa mentalité, c'est-à-dire cette semence que tu utilises depuis une vingtaine d'années, elle n'est plus utilisée, donc parce qu'il consomme plus d'eau. Donc il faut se concentrer sur des variétés qui sont tolérantes à la sécheresse. Oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il ne faut pas se fier à l'année 2025-2026 pour se dire tout va bien, donc je peux continuer. Il faut opérer ce virage pour les agriculteurs, ils doivent opérer ce virage maintenant. Oui, écoutez, je pense que le langage de l'agriculteur, c'est un langage très important à comprendre, hein. L'agriculteur, quand même, si jamais il a une technologie ou une semence qui marche, il va l'utiliser. Il sait quand même qu'est-ce qu'il fait. Alors, mais la question qui se pose, c'est-à-dire si je parle du langage de producteur, je vais amener une semence qui va remplacer sa semence qu'il a utilisée depuis 20 ans. Bien sûr, il va avoir un bénéfice pour lui, moins d'eau, il utilise moins d'engrais. Je pense que l'agriculteur, il va être, on va le motiver pour l'utiliser. Bien sûr, il y a la question du marché qui est très important. Même si la semence, elle est rentable, la question qui se pose, est-ce que le consommateur, il va utiliser cette variété pour question de goût, question de qualité? Donc, je pense que la recherche scientifique, il ne devra pas être que seulement sur de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire du travail du sol jusqu'à la production. Ça s'arrête pas là. Il faut vraiment faire une recherche appliquée pour toute la chaîne, c'est-à-dire utiliser les sciences de la consommation, la mise en marché, des outils d'impact. Je pense qu'il faut avoir je pense que le chemin, il n'est pas de demain.
C'est un chemin à long terme. Il y a une feuille de route qu'il faut préparer pour adapter cette agriculture marocaine au changement climatique. Et je veux rajouter un point qui est très important. Le Maroc est un pont entre l'Afrique voilà, et l'Europe, bien sûr, pour la souveraineté et la sécurité alimentaire. Le Maroc, il s'engage beaucoup avec les autres pays dans la souveraineté et la sécurité alimentaire. Donc, il y a une alliance. C'est vrai, des fois, on se fait peut-être critiquer pourquoi on exporte des tomates. C'est vrai, on exporte des tomates, mais on importe des céréales. Donc, je pense qu'il y a une coalition internationale et le Maroc, il joue un rôle très important. Et je veux dire que l'innovation est très importante pour le domaine de l'agriculture. Oui. Une dernière question, si vous voulez bien, professeur Abdelghani, avec ce que connaît le Maroc depuis déjà plusieurs années, même si 2025-2026 semble une année assez exceptionnelle, même si on espère que ça va durer. Faut-il en finir avec des agricultures ou des produits agricoles très consommateurs d'eau? Il y a question des pastèques, par exemple, ou encore de l'avocat. Est-ce que le Maroc peut avoir ce type de culture compte tenu de l'évolution climatique, compte tenu des années de sécheresse? Une très bonne question, une question peut-être, moi je peux dire, elle est difficile, mais moi je vais bien sûr dans ma réponse être neutre parce que c'est vrai, il y a des productions qui sont voilà consommatrices de l'eau, mais je pense que c'est un calcul qui se fait. C'est un calcul en termes d'eau. Maintenant, l'eau n'est plus une ressource naturelle. L'eau, c'est un investissement. Je vais donner un exemple. On exporte 500 millions de mètres cubes d'eau en équivalent en fruits et légumes, soit des pastèques, soit des tomates, soit de l'avocat, etc. Alors, ça dépend de la situation de barrage où on est. Si on est à 40%, peut-être que ces 500 millions de mètres cubes exportés, ils sont plus rentables au Maroc parce que ils vont avoir un impact socio-économique, parce qu'il va y avoir des entreprises, des investisseurs et aussi l'imposition du Maroc en termes géopolitiques, en termes de souveraineté alimentaire internationale, sa participation dans la coalliance voilà, alimentaire pour assurer plus voilà, de produits agricoles au niveau international. Alors, 500 millions de mètres cubes, comme je dis, comme ça, par hasard, c'est un taux de remplissage de barrage. Si on est dans un scénario de 20% au niveau national en termes de barrage, là oui, on peut dire oui, on peut pas, on va arrêter l'export, même de l'avocat, du pastèque, etc. Et ça, je pense, si je me souviens très bien, c'est un scénario qui est arrivé, je pense, en 2023. On avait vraiment une année de sécheresse assez sévère et le Maroc, il a demandé aux exportateurs d'arrêter l'export parce qu'on n'exporte plus. C'est vraiment, il faut assurer le marché national, il faut arrêter de produire ce genre de production. Donc, c'est une question de barrage et de réserve d'eau. Merci beaucoup, professeur Kamal Abdelghani, d'avoir été avec nous en direct sur Média TV ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador, Université Mohamed Ier, et spécialiste des sciences de l'agriculture. Merci encore et excellente journée à vous.